Le storyboard est une étape méconnue et souvent incomprise du grand public. Il s'agit de réaliser, rapidement et au brouillon, une esquisse et un découpage de l'œuvre à venir. L'idée est de passer un peu de temps, mais pas trop, sur les dessins, afin de pouvoir les modifier sans état d'âme, afin d'améliorer l'histoire ensuite. Il s'agit bien évidemment aussi de faire tous les choix narratifs, stylistiques, formels, et de tester les concepts. Les outils que nous avons en main, nous les créateurs, en termes de mise en scène, ce sont les suivants. Le cadrage, le son, le mouvement, le dialogue et enfin l'interactivité. Dans le cas de l'immeuble, son format un peu innovant m'a privé d'un élément de mise en scène primordial, le cadrage. Quoi qu'il se passait, je devais rester dans le même cadrage d'une case sur l'autre afin d'appuyer l'idée suivante. L'immeuble reste constant. Ce qui change, ce sont les personnages qui le peuplent. Donc si le cadre est constant et que les personnages sont mouvants, alors le lecteur doit être en mouvement pour suivre les histoires qui portent le récit. Quand j'ai écrit le scénario, j'ai commencé par baliser les 15 histoires clés dont nous avons déjà parlé qui allaient guider le récit. Le storyboard a été ensuite l'occasion de combler les trous, de travailler les raccords, de tester le concept. À l'époque, j'habitais dans un appartement meublé au plein cœur de Bruxelles et j'avais un de mes murs qui était totalement vierge. J'ai alors acheté des centaines de post-it de toutes les couleurs et avec un gros scotch, j'ai recréé le quadrillage de l'immeuble. Globalement, 5 salles de haut, 5 salles de large. Et ensuite, j'ai rempli toutes les cases avec des post-it, chaque post-it représentant une action. Et il fallait minimum 10 post-it par case, représentant les 10 minutes qui se sont écoulées dans le récit et dans lesquelles le lecteur ou la lectrice pouvait se balader. Une fois les post-it réalisés, et bon, ma caution perdue au passage, il fallait travailler les personnages, leurs actions, leurs comportements. Et comme le cadrage était fixe et imposé par le format, alors je devais jouer sur ce qu'on appelle le posing. Le posing, c'est le fait de communiquer les sentiments profonds d'un personnage, non pas à travers les bulles, non pas à travers ce qu'il dit, mais à travers la posture de son corps. C'est-à-dire, le posing, c'est la science, à travers une silhouette, de raconter davantage qu'à travers des mots. C'était un challenge extrêmement compliqué, surtout pour le jeune artiste que j'étais à l'époque. Et d'ailleurs, pour m'aider dans ce défi, je me suis beaucoup photographié moi-même dans la plupart des postures à dessiner. Mais l'étape du storyboard, ça ne s'arrête pas non plus qu'au dessin. Il s'agit aussi d'expérimenter le concept, ce qu'on était en train de créer, d'anticiper ses défauts, ses soucis, de travailler ses mécaniques. Ainsi, l'un des plus gros problèmes qu'il m'a été posé d'affronter est le suivant. Comment indiquer au lecteur dans quelle direction est parti le personnage? Je m'explique. Imaginons que nous suivons l'histoire de la concierge. L'histoire commence à 22h11 dans l'entrée de l'immeuble, et à 22h13, elle poursuit le souillon qui a sali son précieux carrelage armé de sa chevrotine. Et lorsque le lecteur ou la lectrice passe à 22h14, alors elle a disparu de la première case. Elle est remplacée par Sam et Dean qui commencent leur propre enquête et leur propre histoire. Comment alors, dans ces conditions, je fais comprendre au lecteur qu'il faut qu'il aille dans la salle de droite pour suivre le déplacement de la concierge à 22h14. J'ai étudié plusieurs pistes. Est-ce que je devais faire une petite animation à chaque fois qu'un personnage sort du cadre, pour indiquer l'endroit vers où il allait? Mais dans ce cas-là, comment gérer les personnages qui passent d'un étage à l'autre, d'en haut vers le bas, ou ce genre de choses-là? Au final, ce qui a primé, c'est la volonté de favoriser la curiosité des lecteurs. C'est-à-dire, leur laisser la liberté d'aller fouiller dans les cases autour pour savoir où était partie la personne. A posteriori, je pense que si je devais refaire l'immeuble actuellement, j'opterais davantage pour la solution d'une flèche indiquant où le personnage s'est rendu. En effet, l'immeuble contraint déjà le lecteur ou la lectrice à opérer une gymnastique mentale inhabituelle. Et j'ai la sensation d'avoir été trop extrême, en demandant au lecteur de 1. Découvrir une nouvelle narration, 2. Comprendre les mécanismes du voyage dans le temps dans cette histoire, 3. Comprendre les mécanismes du voyage dans l'espace dans cette histoire, et 4. Comprendre le mécanisme des 15 histoires clés. À titre personnel, j'ai toujours beaucoup aimé l'idée de récompenser fortement la curiosité des lecteurs.
Mais en prenant de l'expérience, j'ai appris au fur et à mesure que la meilleure solution, c'est aussi d'être flexible et de laisser aux lecteurs l'opportunité de créer leur lecture en fonction de leur envie. Enfin bref. Une fois le board posé, le concept posé, il fallait passer à la réalisation à proprement dit de la bande dessinée numérique. Pour l'histoire, ma toute première bande dessinée numérique était en noir et blanc pur. C'était un travail extrêmement agréable pour moi de jouer de la sorte, dans une espèce d'exercice de style, un travail entre l'ombre et la lumière, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Par contre, j'ai toujours trouvé, même en tant que lecteur, au noir et blanc un côté froid qui m'a toujours un peu rebuté, comme si on m'interdisait toute la chaleur du monde pour me montrer un récit d'un point de vue un peu analytique et détaché. C'est pas forcément systématique et universel, par exemple le noir et blanc d'un Vives, qui en fait rajoute une nuance de gris à son noir et blanc, mais c'est un noir et blanc qui me touche vraiment profondément. Mais c'est en tout cas le sentiment que j'avais en regardant le résultat de ma première BD. Du coup, quand j'ai commencé à pêcher la mangue, je cherchais un traité stylistique qui me permettrait de garder la simplicité du noir et blanc, mais d'y ajouter la richesse de la couleur. Mais sans me perdre non plus dans un exercice coloré que je savais long et fastidieux. Je me suis alors rapproché assez naturellement et aisément d'un espèce de camaïeu bleu, sans que jamais vraiment je sache en expliquer la raison. Je crois que c'est parce que la toute première image que j'ai essayée, en fait j'ai essayé d'animer une toute première image pour tester ma capacité à faire de l'animation par-dessus une image fixe, et l'idée que j'avais eue c'était de faire de la pluie qui tombe. Et donc je pense que ça avait un rapport avec ça, la pluie qui tombe de nuit, comme ça, des lumières bleues, voilà. En tout cas je m'y suis tout de suite très bien senti. Parce que j'ai toujours trouvé le bleu réconfortant, capable d'être à la fois doux comme une caresse et d'autres fois d'être électrique comme un coup de foudre. J'ai donc commencé à travailler sur la pêche et la mangue avec un bleu assez agressif, proche du cyan. Mais peu à peu, et déjà avec l'immeuble, j'ai commencé à adoucir ce bleu, en allant chercher une couleur qui se rapproche davantage du bleu nuit, le bleu de la nuit durant laquelle se déroule l'histoire de l'immeuble. L'autre avantage du bleu, c'est que si on retire toutes les couleurs d'une histoire sauf une, alors chaque nouvel ajout de couleur devient signifiant. Par exemple, dans Elia Police Investigation, qui était une série policière, tout était dessiné au bleu, mais le sang restait rouge. Le lecteur était donc à l'image d'Elia, un enquêteur ou une enquêtrice qui passait d'un bain de sang à l'autre, d'une gouttelette sanglante à un chemin de meurtrier, dans ce monde qui n'était que bleu et froideur.